Donc je tiens tout d'abord à remercier Martine et les amis du musée de Cluny pour leur amicale invitation, mais aussi notre hôte, l'École nationale des Chartes. Je suis avec vous ce soir pour parler d'une croix reliquaire, très certainement en lien avec la dynastie des Plantagenets. Cet objet, d'orfèvrerie médiévale, provient de l'abbaye cistercienne du Valas, en Seine-Maritime, verte Normandie, qui n'est pourtant, comme nous le verrons, que le point d'aboutissement de cette croix, ou plutôt ces croix, à l'histoire matérielle complexe. Mes travaux sur ce reliquaire viennent d'être publiés chez Sylvana sous la forme d'une monographie dédiée dans le cadre du lancement d'une collection consacrée aux chefs-d'œuvre des musées de Rouen Métropole. Je tiens également à remercier les institutions qui m'ont accompagné dans ce projet, à savoir le Centre de recherche et de restauration des musées de France, l'International Center of Medieval Art de New York, mais aussi la Samuel Crest Foundation, ainsi que la British Archaeological Association. Donc acquise par le conservateur Achille Deville, que vous voyez à l'écran, pour le musée des Antiquités de Rouen en 1843, la croix du Valas tient son nom d'une ancienne abbaye cistercienne de Seine-Maritime. Reliquaire, ornée de gemmes, voilà, que nous proposons de dater de la fin du XIIe siècle, cette croix est une staurothèque puisqu'elle sert d'écrin à une relique supposée de la vraie croix, la plus sacrée des reliques chrétiennes. Cet objet remploie à son avers, nous le verrons, une croix plus petite en or qui provient d'un objet plus ancien. La croix est véritablement un objet miraculé puisqu'elle est parvenue jusqu'à nous en dépit de la conquête des territoires normands par le roi de France Philippe Auguste au début du XIIIe siècle, en dépit des affres de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion. Elle échappa en outre aux tourmentes révolutionnaires, à la cupidité et à la fonte. C'est sans doute le respect inspiré par sa relique et ses liens avec la dynastie des Plantagenets qui nous assurèrent sa conservation. Cette maison royale des Plantagenets est issue, comme vous le savez, de l'union de Mathilde l'Emperesse, fille d'Henri Ier d'Angleterre, et de Geoffroy V, comte d'Anjou et du Maine. Les membres de cette maison furent roi de Jérusalem de 1131 à 1205, roi d'Angleterre de 1154 à 1485, mais aussi duc de Normandie et d'Aquitaine, comte du Poitou et de Nantes. Geoffroy aurait été surnommé Plante Genêt en raison de son amour pour la chasse, passion qui le conduisit à convertir certaines de ses terres en landes, espaces naturels où poussent les genêts. Il convient en introduction de rappeler brièvement ce que sont les reliques, très rapidement. Véritables parcelles du sacré, les reliques sont depuis le début du Moyen-Âge vénérées dans un contenant appelé reliquaire. Un reliquaire peut adopter une grande diversité de formes, pourquoi pas adopter l'aspect d'une image, renvoyer à son contenu en adoptant la forme d'un bras, d'une tête, enfin d'un chef, d'une sandale, d'une croix, c'est le cas de la croix du Valas, ou encore laisser voir dans le cas par exemple des monstrances reliquaires, les reliques qui s'y trouvent abritées. Dans une optique chrétienne, les reliques de Jésus de Nazareth et des saints sont capables d'accomplir des miracles en vertu d'un pourvoir venu de Dieu. Les reliques de Jésus-Christ étaient les plus recherchées, notamment les instruments de sa passion, à commencer par la croix en bois, dite vraie croix, sur laquelle il fut crucifié. À l'image de la croix du Valas, ces objets complexes, des objets entre art et dévotion, laissent rarement indifférents. C'est pour la croix de Coronado, un objet fictif toutefois comparable sur le plan typologique à la croix du Valas, qu'Indiana Jones, archétype de l'universitaire aventurier dans la culture populaire, nous entraîne à plusieurs reprises dans de palpitantes aventures. A l'inverse, les reliquaires, parfois perçus comme des instruments, oui, là c'est Calvin, ce n'est plus Indiana Jones. À l'inverse, les reliquaires, parfois perçus comme des instruments de manipulation des fidèles catholiques, furent longtemps mis à l'écart des recherches érudites. On pense bien sûr au traité des reliques de Jean Calvin, qui note en 1543, à propos des reliques de la vraie croix, dans un passage bien connu, que si on voulait ramasser tout ce qui s'en est trouvé, il y en aurait la charge d'un bon grand bateau, on pourrait même dire d'une armada. Mais n'oublions pas, au-delà de la question de la croyance et de la religion, que les reliques et le reliquaire, et nous verrons que c'est bien le cas pour la croix du Valas, nous éclairent sur la propension humaine à vénérer et à chérir des éléments de culture matérielle. La présente communication va reprendre l'organisation de l'ouvrage qui vient d'être édité, l'objectif étant, sur une heure dédiée, de tenter d'exploiter la polysémie de cette croix reliquaire.
Nous verrons donc en quoi cette croix reliquaire est un reliquaire de la vraie croix. Nous aborderons ensuite l'histoire matérielle de cette croix. Nous nous pencherons sur la dimension gémée, la symbolique des pierres, des gemmes, de leur provenance, avant d'aborder justement les liens existants entre l'abbaye cistercienne du Valas et la croix, puisque en termes de provenance, tout ne va pas de soi par rapport à cette croix. Et nous terminerons par les possibles connexions entre Mathilde l'Emperesse, les Plantagenets et la croix du Valas. Commençons donc par cette croix reliquaire qui est un reliquaire de la vraie croix. L'aspect cruciforme du reliquaire du musée des Antiquités et la relique qui l'abrite renvoient à la vraie croix. C'est l'apôtre Paul de Tarse qui, au 1er siècle de notre ère, développe en premier la portée de sens de la croix. Dans ses lettres, l'apôtre prêche en son nom et précise que c'est par elle que le Christ abolit le péché originel. Au 5e siècle, dans son De Adoratione Pretiosae Crucis, l'archevêque de Constantinople Jean Chrysostome distingue bien la croix de sa représentation matérielle qui peut être un objet de convoitise. Cette dissociation n'est pas systématique sur le plan théologique, puisque Jean Damascène, 3 siècles plus tard, dans son De Fide Orthodoxa, emprunte à l'évangéliste Matthieu l'idée selon laquelle le Christ se trouve nécessairement là où est présent le signe de la croix. Les théologiens du XIIe siècle, citons par exemple Hugues de Saint-Victor ou encore Alain de Lille, considèrent toujours la croix comme un instrument de salut permettant d'accéder au paradis et donc d'échapper à la mort. Depuis le IVe siècle et l'époque constantinienne, cette image de la croix est liée au pouvoir impérial en fonction d'une rhétorique politique devenue traditionnelle et à ce titre reprise par les hommes et les femmes de pouvoir au Moyen-Âge. L'évêque Eusèbe de Césarée précise dans un passage célèbre de sa vie de Constantin que l'empereur aurait été témoin d'une apparition divine, à savoir une croix flamboyante dans le ciel, assortie des mots En Tauto Nika. Par ce signe, tu vaincras. L'empereur Constantin remporta ensuite la victoire du pont Milvius, au nord de Rome, sur les troupes de son opposant Maxence et obtint ainsi la maîtrise de l'Occident. Il demanda par ailleurs à des orfèvres de faire porter sur son étendard, le labarum, le signe de la croix en or et avec des pierres précieuses. Au IVe siècle, Cyril, évêque de Jérusalem, puis Ambroise, évêque de Milan, nous rapporte les circonstances de la découverte, on appelle ça inventio, de la vraie croix par la mère de l'empereur Hélène. Grâce au titulus, c'est-à-dire l'inscription roi des Juifs portée au sommet de la croix, celle-ci reconnut la sainte relique dans la cavité supposée du Golgotha, colline hiérosolomitaine où fut crucifié Jésus de Nazareth. Ce titulus prendra parfois sur les croix du Moyen-Âge, nous en reparlerons tout à l'heure, la forme d'une seconde traverse verticale. Cette découverte fut rapidement suivie de la diffusion des fragments de la relique, notamment via la politique menée par l'évêque Cyril. Au siècle suivant, l'évêque de Nol, Paulin, précise qu'en raison de son imprégnation avec le sang du Christ, le bois de la vraie croix est animé d'une énergie vivante et qu'il ne peut souffrir aucun dommage, en dépit bien sûr des fragments qui en sont régulièrement prélevés pour en assurer la diffusion. Avec la prise de Jérusalem par les troupes de l'empereur sassanide Khosrô II en 612, la vraie croix fut un temps en main perse. Une dizaine d'années plus tard, l'empereur byzantin Héraclius la récupéra et la retourna, en partie seulement, au Saint-Sépulcre de Jérusalem, tombeau où le corps du Christ, comme vous le savez, fut déposé après sa mort par crucifixion et qui devint par la suite un important lieu de pèlerinage. Au cours du Haut Moyen-Âge, Rome et ses papes reçurent des évêques de Jérusalem, des patriarches de Constantinople et des empereurs byzantins de nombreux fragments venus d'Orient. La prise de Jérusalem par les croisés en 1099 intensifia en contexte anglo-normand, comme dans le reste du monde occidental, la ferveur pour la sainte relique. Deux manuscrits, l'un conservé à la Guildhall Library de Londres et l'autre à la British Library de Londres, nous informent qu'au début du XIIe siècle, le roi d'Angleterre Henri Ier, on va dire Henri, envoya une ambassade à Constantinople pour y recueillir de nombreuses reliques et qu'il acquit directement auprès de l'empereur byzantin un fragment de la vraie croix pour l'abbaye anglaise de Reading.
D'après un inventaire des reliques de l'abbaye normande du Bec-et-Loing, on va pas mal parler du Bec-et-Loing ce soir, document connu par une copie du XVIIe siècle conservée à la BNF, sa fille Mathilde l'Emperesse offrit à l'établissement religieux 8 fragments de la vraie croix, ce qui n'est pas rien, reliques réparties entre une croix reliquaire et 7 phylactères. La princesse avait sans doute acquis ces reliques à Rome, avec son premier époux, l'empereur germanique Henri V, à l'occasion d'échanges diplomatiques avec la papauté, mais nous reviendrons sur la vie assez tumultueuse de cette princesse itinérante. Les croix gémées en or et aux extrémités pâtées étaient non seulement un don princier fréquemment offert aux établissements religieux, mais appartiennent aussi à une tradition qui remonte à l'époque constantinienne. Le Liber Pontificalis, compilation de notices biographiques papales jusqu'au IXe siècle, relève pléthore de croix données par les papes. Aujourd'hui conservée dans le trésor de la basilique Saint-Pierre du Vatican et offerte au VIe siècle par l'empereur byzantin Justin II et son épouse Sophie, la Crux Vaticana est l'une des plus anciennes croix reliquaires parvenues jusqu'à nous. Là, malheureusement, je n'ai pu procurer qu'une photo avant restauration. Elle a été restaurée il y a quelques années et elle est quand même. L'or est beaucoup plus vibrant que cela que sur ma photo, je m'en excuse. C'est pas facile d'avoir des visuels auprès du Vatican, malheureusement. Et la Normandie, bien sûr, du XIIe siècle, sacrifia également à cet engouement pour les précieuses croix gémées. Outre la croix du musée des Antiquités, citons 3 autres croix connues par la documentation, à savoir celles citées dans l'inventaire du prieuré Saint-Gabriel, document conservé à la BNF, celles inventoriées dans le trésor de la cathédrale de Rouen, d'après un document conservé à la bibliothèque patrimoniale de Rouen, ou encore celles offertes par Mathilde au Bec-et-Loing. À l'image de tout autre reliquaire, la croix du Valas est également un objet utilitaire, permettant aux fidèles d'engager un dialogue spirituel avec la relique. Relique et reliquaire forment une même unité. Au début du XIIe siècle, Théophryde, j'espère que tout le monde est bien accroché dans son siège parce que voilà, on peut ne pas aimer ce genre de photo. Au début du XIIe siècle, Théophryde, abbé d'Echternach, considère que la beauté du reliquaire permet souvent de compenser le caractère bien souvent repoussant d'une relique. Voilà, je crois que vous avez compris l'idée avec ma slide. Destinés à susciter la vénération de par leur vénusté, les reliquaires sont pourtant dépourvus d'intégrité et d'uniformité matérielle, puisqu'ils étaient susceptibles d'être constamment modifiés selon des modalités fréquemment renouvelées. Leur emploi et la transformation des reliquaires permettaient souvent de servir le prestige politique et la légitimité spirituelle des sanctuaires qui en étaient détenteurs. 2 manuscrits, l'un à la British Library, l'autre à la Bibliothèque patrimoniale de Rouen, nous décrivent comme Noah les croix offertes au XIIe siècle à leurs cathédrales respectives par Henri de Blois, évêque de Winchester, et Rotrou de Warwick, évêque de Rouen. Cet adjectif, Noah, nous indique certainement que celle-ci était issue d'objets plus anciens. À l'image de la croix du Valas, unissant une petite croix plus ancienne à une croix plus grande, une croix reliquaire inscrite à l'inventaire du trésor de la cathédrale de Rouen, donc rédigée à la fin du XIIe siècle. En fait, cet inventaire correspond au manuscrit que j'ai évoqué à l'instant conservé à la bibliothèque de Rouen. Cette croix est donc décrite comme Crux aurea, cum lapidibus, cum paroi cruce, superposita, ubi abetur de ligno domini. La couronne, aujourd'hui associée au buste reliquaire de saint Oswald, reliquaire conservé dans le trésor de Hildesheim, fut très certainement remployée et offerte par le duc de Saxe Henri le Lion et son épouse Mathilde. Alors une autre Mathilde, il y a beaucoup de Mathilde en Normandie, il y a beaucoup de Mathilde à l'époque romane. Donc cette Mathilde-là, c'est la fille du roi d'Angleterre Henri II et donc la petite-fille de Mathilde l'Emperesse dont on va parler plus longuement tout à l'heure. Objet de délectation esthétique et de médiation spirituelle, les reliquaires étaient bien souvent l'ouvrage de praticiens talentueux dont le statut oscille entre celui de l'artiste et de l'artisan, puisque, comme vous le savez, cette distinction ne relève pas d'une réalité médiévale. Certains praticiens virtuoses étaient alors des clercs, dont l'excellence du travail était plus particulièrement reconnue. Citons par exemple pour le 7e siècle, Éloi de Noyon, reconnu comme saint, et Tuotilo, moine de l'abbaye de Saint-Gall, entre les 9e et 10e siècles.
La croix reliquaire possédait certainement une fonction liturgique assez polyvalente, à la fois croix d'autel, par la suite certainement, et croix de procession. Nous savons que les calendriers liturgiques chrétiens comportent plusieurs fêtes de la croix, où croix et reliquaires de la croix peuvent être utilisés. Citons à partir du IVe siècle, à Jérusalem, le rituel de la vénération de la croix, donc le vendredi saint, pour commémorer la crucifixion, ou encore l'exaltation de la croix, le 14 septembre, jour de la consécration du complexe primitif du Saint-Sépulcre. Le culte de la croix passa en Occident au moins à partir du 7e siècle, notamment à Rome, à l'époque du pape Serge, et par la suite, de nombreux rituels de la vénération de la croix furent rédigés. Alors j'en ai pris un, pas tout à fait au hasard, j'en ai pris un qui a été rédigé en contexte anglo-normand, avec par exemple pour le XIe siècle, celui de Lanfranc, donc Lanfranc abbé de Saint-Étienne de Caen, puis archevêque de Cantorbéry. Le signe de la croix était matériellement incarné au début de l'histoire de l'Église par une croix placée au sommet du ciborium. Alors pour rappel, vous le savez, le ciborium, c'est le dais qui abrite l'autel principal d'une église. Le signe de la croix pouvait être placé également sur la poutre placée en hauteur à l'entrée du chœur, donc poutre qu'on appelle poutre de gloire, ou encore via des petites croix suspendues. S'il faut attendre le XIIIe siècle et le traité De Sacro Altaris Mysterio du pape Innocent III pour une autorisation officielle d'avoir une croix sur l'autel, ce qui arrive quand même assez tard dans l'histoire pour l'histoire médiévale. Cette utilisation est néanmoins attestée à partir du XIe siècle. À l'époque de la création de la croix du Valas, une croix pouvait être détachée de la hampe sur laquelle elle était transportée en procession pour être temporairement placée sur un autel à l'aide d'un pied. La documentation anglo-normande évoque plusieurs pieds de croix. Un pied en or destiné à une croix, Pes Aures Crucis, dans l'inventaire conservé au Vatican des dons de Mathilde Lampresse au bec et loin, ou encore un pied en argent doré, cum pede arg, c'est une abréviation, de aurato, pour la croix déjà mentionnée dans le trésor de la cathédrale de Rouen. Certains pieds de croix du XIIe siècle sont en outre parvenus jusqu'à nous, comme celui de Saint-Pierre de Fritzlar, ou encore le célébrissime pied de Saint-Omer que vous avez pu admirer il y a quelque temps dans une très belle exposition à Cluny. Une croix reliquaire, telle que celle du Valas, pouvait être consacrée par un évêque, selon un rite précis. La bénédiction, utilisée par l'évêque normand susceptible d'avoir consacré cet objet au cours de la seconde moitié du XIIe siècle, se trouve dans un bénédictionnaire de la fin du Xe siècle, provenant de la cathédrale de Rouen et aujourd'hui à la bibliothèque patrimoniale de Rouen. Ce texte anglo-saxon fut complété au milieu du XIIe siècle. Le rite précise que la croix était purifiée par aspersion d'eau bénite au son d'un chant liturgique, appelé antienne, suivi d'une lecture d'un psaume, lui-même suivi d'une prière. La croix était ensuite essuyée avec un linge avant d'être ointe de l'huile parfumée du Saint-Crème. Une seconde prière évoquant la croix comme bois de vie, lignum vitae, était alors récitée. Dans la mesure où notre croix est ornée de façon précieuse, elle devait, conformément à ce rite, faire l'objet d'une prière complémentaire, prière faisant allusion à la gloire du Christ incarné dans l'or et le cristal. Voyons maintenant toute la complexité, c'est vrai pour cette croix, mais c'est vrai pour la plupart des objets d'art du Moyen-Âge. C'est pour ça que souvent les spécialistes de cette typologie d'objets aiment beaucoup ces objets, parce qu'il y a tout un monde et il y a extrêmement de complexité, parfois sur quelques centimètres carrés. Et donc, la complexité matérielle de cet objet, on peut en dire pas mal de choses justement sur la croix du Valas. Donc la croix reliquaire possède une hauteur de 465 mm, une largeur de 330 mm et une épaisseur de 30 mm. Son âme de bois est recouverte de plaques de métal clouées ornées de cabochons. Donc, ce sont des verres, des pierres fines ou précieuses qui ne sont pas taillées, ce sont des cabochons, mais ce sont des pierres polies. Ces cabochons sont montés essentiellement en batte sur cette croix. Les plaques sont également ornées de filigranes et de décors réalisés au repoussé. Nommés opus ad filum au Moyen-Âge, les filigranes sont obtenus, comme nous le rappelle le traité De diversis artibus du moine Théophile au début du XIIe siècle, à partir d'un fil lisse fabriqué à l'aide de filières placées sur un banc à étirer. Donc livre 3, chapitres 8 et 9.
Le fil est ensuite passé soit à travers un instrument appelé organarium, instrument composé de 2 matrices, soit sous une lime creusée, donc là c'est de la triche, afin de donner au fil un aspect imitant le perlé ou le torsadé. Grâce à l'analyse stylistique des filigranes, Frauke Steinbock, reconnue, ce fut l'une des premières à s'intéresser à la croix, donc Frauke Steinbock, reconnue en 1967 dans la petite croix en or montée à la croisée de l'avers de la Grande Croix, un remploi d'une œuvre plus ancienne que l'historienne de l'art datée de la fin du XIe siècle et donnait à l'Italie septentrionale ou à l'Allemagne occidentale. Elle voyait également dans la Grande Croix une œuvre germanique sur la base d'un rapprochement stylistique entre ces filigranes et certains décors enluminés à Elmarshausen pour Henri le Lion. Mais en 1970, donc 3 ans après, Konrad Hauffmann nota à juste titre que ce type de décor se rencontrait à la fin du XIIe siècle dans plusieurs régions européennes, notamment en France. À l'image des autres éléments en métal de la croix, l'alliage de la petite croix centrale en or fut analysé au Centre de recherche et de restauration des musées de France. J'en profite pour remercier Isabelle Biron, David Bourgari, Thomas Caligaro et Dominique Ropsis pour les analyses menées sur cet objet. La technique utilisée fut la technique PIX, une méthode d'analyse de la composition des matériaux grâce à l'émission de rayons X, et cela à l'aide de l'accélérateur de particules Hagley. J'avais des très belles photos où on voyait la croix sanglée sur une belle mousse de polyuréthane sur un chevalet avec Hagley qui se présentait juste devant. Je n'arrive pas à remettre la main sur ces photos et forcément c'est une occasion qui ne se reproduira pas tout de suite, donc je m'en veux énormément de ne pas pouvoir vous montrer ces photos très spectaculaires. Tant pis, peut-être qu'en refouillant un peu plus dans mon ordinateur je les retrouverai, mais je suis bien désolé de ne pas pouvoir vous les montrer. Donc Hagley, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, hein, c'est un accélérateur électrostatique long de 26 mètres de long et pesant 10 tonnes. Ce dispositif apporte des particules chargées électriquement à des vitesses très élevées pour permettre une analyse élémentaire des objets, et ce, de façon non destructive. Alors l'or utilisé pour cette petite croix est un alliage à 83-84% de pureté. Conformément à la description faite par le moine Théophile, alors on n'aime pas trop forcer l'archéologie et les observations matérielles avec les textes, mais là c'était quand même trop tentant d'aller voir si ce qu'on avait observé correspondait au traité du moine. Donc effectivement, conformément à la description faite par le moine Théophile, livre 3, chapitre 50 sur la soudure de l'or, les filigranes, les bades et les bélières furent assemblés à l'or par brasure, avec sans doute des sels de cuivre. Les filigranes en volute de cette petite croix sont constituées de 2 fils de métal accolés. On les voit bien sur la photo, un filigrane torsadé, l'autre lisse. On retrouve cette spécificité sur 2 croix du trésor d'Essen, datées de la fin du Xe siècle ou du début du siècle suivant. Il s'agit de la croix de l'abbesse Mathilde, je sais, encore une autre Mathilde, et du duc Othon, mais aussi de la croix émaillée d'une crucifixion. On retrouve cela également sur la monture en avette gaudronnée en sardoine du trésor de l'abbaye de Saint-Denis, monture certainement contemporaine des 2 croix d'Essen. Signalons les sertires abattus d'excellente facture. Alors ça c'est la comparaison pour les 3 types de filigranes en fait sur les 3 objets mentionnés. Signalons également les sertires abattus d'excellente facture, signe de la maîtrise technique de l'orfèvre. C'est vraiment un travail très très bien fini. Les motifs dessinés par les filigranes, les bélières, les lions et leurs volutes aux enroulements doubles, tous ces éléments rappellent ceux de la croix émaillée d'Essen et de la croix de Velletri. Cette dernière croix fut réalisée, alors c'est une datation sur critères, sur des bases stylistiques, entre la fin du XIe siècle et le début du siècle suivant, en Italie centrale ou méridionale, et offerte au XIIIe siècle par le pape Alexandre IV à la cathédrale de Velletri. Le dessin des filigranes est finalement beaucoup moins allongé, plus dense, que pour les filigranes de l'époque ottonienne, donc l'époque ottonienne 919-1024. Ainsi, proposons-nous de dater la petite croix au XIe siècle ou au début du siècle suivant, à l'époque où la dynastie salienne, donc 1024-1125, était à la tête du Saint-Empire. Nous proposons également de localiser de façon plus générale son lieu de création en Italie, pas nécessairement que l'Italie du Nord, ou en Allemagne occidentale. Alors, quelle était la fonction originelle de cette petite croix de 175 mm de hauteur? S'agit-il d'un élément de reliure, d'un couvercle de reliquaire plus ancien,
d'une croix votive, d'une croix sommitale de couronne. Ces dimensions pourraient plutôt suggérer que la petite croix proviendrait de l'une des faces d'une croix pectorale, à l'image de la croix brodée sur la chasuble du 7e siècle de la reine Bathilde, à l'image d'une croix ottonienne de la fin du Xe siècle, début du XIe siècle conservée à Londres, ou encore à l'image de la croix pectorale dite de Saint-Servais de la même époque que celle de Londres et conservée à la basilique Saint-Servais de Maastricht. Princes et puissants pouvaient porter des croix reliquaires pectorales de ce type. Leur port par des laïcs n'était toutefois pas bien vu par l'Église au cours du Haut Moyen-Âge, mais par la suite, le pape Nicolas, au IXe siècle, autorisa leur port au pur de corps et d'esprit. L'avers et le revers de la Grande Croix affichent des mêmes caractéristiques stylistiques et techniques, mais l'avers fit l'objet d'un travail plus soigné avec des bélières et des petites fleurettes en granulation. Les plaques en alliage d'argent à environ 85-90% de pureté sont dorées au mercure. Les éléments de décor sont quant à eux brasés à la limaille d'argent et de cuivre, conformément à la technique décrite par Théophile, livre 3, chapitre 30. Les filigranes sont obtenus par un ou deux fils identiques, crénelés en partie supérieure. Si la petite croix d'or se trouvait déjà en Normandie au moment de son insertion, la grande croix qui l'abrite fut alors certainement... Il y a beaucoup de si dans ma démonstration et dans l'ouvrage, j'en suis désolé, mais malheureusement, il y a un moment, tant qu'on n'a pas plus d'éléments, on est bien obligé de faire des hypothèses, mais il faut quand même admettre que cela ne reste que des hypothèses. Alors, admettons que la grande croix qui l'abrite fut alors certainement réalisée dans la région, soit par un orfèvre local, soit par un orfèvre rhéno-mausan, dont la présence est probable en contexte anglo-normand. Comme l'a souligné Neil Stratford, le Domesday Book de Guillaume le Conquérant, donc rédigé, compilé à la fin du XIe siècle, mentionne plusieurs orfèvres portant des noms germaniques. D'après l'Historia Ecclesiastica d'Orderic Vital, un certain Otto Aurifaber fut par ailleurs chargé de la décoration de la tombe du Conquérant à l'abbaye Saint-Étienne de Caen après 1087. Nombreuses sont également les œuvres nous renseignant sur les échanges artistiques entre l'espace rhéno-mausan et l'espace anglo-normand. Vous avez ici les plaques émaillées pour Henri de Blois, avec l'influence de l'émaillerie rhéno-mausane sur l'émaillerie anglaise, la plaque émaillée retrouvée à la rue Saint-Pierre en Normandie en lien avec l'émaillerie septentrionale. Cette pièce a également été analysée au C2RMF. Le médaillon colonné remployé sur le bras reliquaire, je dis colonné sur une attribution stylistique. C'est vrai que ça ressemble énormément à ce qu'on peut constater sur notamment les reliquaires dômes de la région de Cologne de la fin du XIIe siècle. Donc ce médaillon remployé sur le bras reliquaire de Saint-Sidoine et provenant de Saint-Saëns en Normandie. Un cristal de roche taillé provenant du trésor de Saint-Évroult en Normandie, un cristal qui n'est pas étranger au développement de la taille du cristal en zone rhéno-mausane. Le reliquaire déjà vu de Saint-Oswald, réalisé soit en Angleterre, soit en Basse-Saxe, plusieurs objets enrichis de niel, comme par exemple un reliquaire de Thomas Becket, conservé au Metropolitan Museum de New York, ou encore le croceron provenant de la cathédrale de Lisieux, aujourd'hui au musée du Louvre. Alors que la production normande du XIIIe siècle est plutôt bien, je dis plutôt bien, tout est relatif, il y a quand même un peu plus d'objets du XIIIe conservés, on aimerait en avoir plus, par des objets toujours subsistants, aucune pièce normande d'orfèvrerie du XIe siècle n'est malheureusement parvenue jusqu'à nous, dans l'état actuel de nos connaissances, en dépit de nombreuses mentions textuelles d'orfèvres. Pour le XIIe siècle, et encore, il s'agit plutôt d'objets de la fin du XIIe siècle, voire du tout début du XIIIe siècle, nous n'avons identifié que 5 objets normands filigranés avec la croix du Valas, donc les filigranes de la Grande Croix, un anneau remployé au XIIIe siècle, retrouvé en 1884 à la cathédrale d'Évreux, l'une des chasses de Saint-Évroult, ce qui nous reste de la châsse de Saint-Sever, châsse provenant de la cathédrale de Rouen et commandée par un compagnon de Richard Cœur de Lion, le chanoine Drogon de Trubleville entre 1196 et 1215, et finalement le bras reliquaire de Saint-Sidoine qui comporte de nombreux remaniements postérieurs. Comme il a déjà été noté, les filigranes de la croix du Valas, constituées de fils accolés à bélière et ornés de fleurettes à granulation, rappellent ceux de la châsse de Saint-Anon, chasse réalisée à Cologne vers 1183, un coffret provenant de Moutiers en Tarentaise, aujourd'hui au musée de Cluny, ou encore le croceron de Saint-Vincent de Soigny.
On retrouve les filigranes du revers de la croix du Valas, filigranes dépourvues de bélière et de rosette, sur une autre œuvre normande, à savoir la plus ancienne des chasses de Saint-Évroult, datable entre la fin du XIIe siècle et le début du siècle suivant. Il est par conséquent possible d'envisager pour la Grande Croix du Valas une production normande de la fin du XIIe siècle. Cette datation stylistique s'accorde à l'analyse des cabochons de verre réalisés avec Aglaé en raison de la présence, sur la petite croix et au revers de la grande, de verres sodiques zonatrons nécessairement antérieurs au XIIIe siècle. À la différence de certaines croix du début du XIIIe siècle affectionnant les extrémités fleuronnées, la croix du Valas affiche encore des extrémités qu'on appelle pâtées, en raison sans doute d'un attachement au prototype traditionnel de la croix gémée, prototype pâté que l'on retrouvera jusqu'à une date aussi avancée que la seconde moitié du XIIIe siècle, voire au-delà. La croix n'adopte pas non plus la forme de la croix à double traverse, forme désignée au Moyen Âge sous le nom de croix d'outre-mer, une forme héritée de la tradition byzantine et reprise par les croix reliquaires fabriquées à Jérusalem au XIIe siècle, avant la perte de la ville en 1187 par les croisés. Cette forme, directement associée à la relique de la vraie croix, influença à la même époque les reliquaires occidentaux, que ce soit dans leur forme générale, notamment dans le cas de la croix de la Rochefoulque, ou pour la logette de la relique, dans le cas de la croix du Valas, ce qui est un petit peu plus rare. Cette référence permet avant tout de répondre de l'authenticité supposée de la relique contenue. La forme sert de justification à l'authenticité, si vous voulez. Celle-ci était sans doute conservée à l'abri des regards, à l'intérieur de l'objet dont provient la petite croix d'or plus ancienne. Puis, au moment de son remontage sur la croix du Valas à la fin du XIIe, on reviendra sur cette date de fin du XIIe, la relique aurait été disposée bien en évidence, en lien avec les modalités nouvelles de présentation et l'essor des reliquaires monstrances, selon des pratiques de dévotion où la vue était fondamentale. Dans la mesure où des saphirs sont percés, alors, hop, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, excusez-moi. Alors, dans la mesure où vous avez des saphirs asiatiques qui se retrouvent à la fois sur la petite croix et la grande croix, il est probable que ceux-ci proviennent de la croix reliquaire primitive en or. Certains de ces saphirs sont percés, comme on peut le voir ici. Destinés à être enfilés sur un fil, ils proviennent certainement d'un remploi de bijoux, selon une pratique bien attestée au Moyen-Âge. Citons par exemple la croix monumentale commandée par l'abbaye de Saint-Denis-Sugère, qui réutilisait des gemmes ayant appartenu à Henri Ier d'Angleterre. Une petite croix en argent repoussé de 5 christogrammes et d'un décor végétal fut maladroitement insérée au revers de la croix du Valas, peut-être pour combler la perte de l'autre face de la croix reliquaire primitive en or, face aujourd'hui perdue. Le type des inscriptions et la nature différente de l'alliage métallique, un alliage de l'argent à 90% de pureté, allié à 3% d'or et à 6% de cuivre, confirment une datation postérieure au XVe siècle. La croix du Valas fut finalement restaurée à notre demande en 2015 par Olivier Tavozo afin d'ôter les dépôts grassireux et les produits de corrosion. Le décor filigrané fut traité de façon alors inédite pour une œuvre des collections publiques françaises à l'aide d'un pinceau électrolytique, un outil qui réalise localement une électrolyse maîtrisée. Alors nous allons passer à la dimension gémée de la croix. Nous sommes à la moitié de l'intervention. Alors la croix, elle est ornée de 72 pierres fines et précieuses auxquelles il faut ajouter environ 80 cabochons en verre. La croix reliquaire du Valas est donc pour cette raison une croix gémée crux gemata. À l'image de la description de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse de Jean, donc chapitre 21, versets 11 à 21, la croix est parée de pierreries. Ces gemmes soulignent, nous le verrons, la dimension christologique de la croix. Le théologien Alcuin, mort au début du IXe siècle, précise dans son Contra Felicem que le Christ est une gemme limpide et que l'éclat de son corps est aussi brillant que l'or réveillé par la lumière des flammes. Alors qu'une attention extrême était bien souvent
apporté à la sélection des matériaux utilisés, la réunion en un même lieu ou sur un même objet de gemmes aux provenances diverses, on va en venir à la provenance tout à l'heure, permettait de témoigner des beautés naturelles créées par Dieu et de fournir en quelque sorte un catalyseur à la contemplation religieuse. L'on songe bien sûr à l'abbé Sugère qui, rappelez-vous, dans son De Administratione, écrit que la beauté du trésor de son abbaye exprime la transcendance du divin. L'écho végétal formel des filigranes sur la croix rappelle quant à lui l'arbre de vie planté au centre du paradis, arbre qui, par exemple, chez Jérôme de Stridon, dans ses commentaires sur le livre d'Ézéchiel, préfigure la croix du Christ. Au Moyen Âge, la valeur accordée aux matériaux pouvait différer de la nôtre, et il faut noter que le savoir-faire des orfèvres pouvait être tout autant apprécié que la préciosité des matériaux employés. L'une des plaques émaillées d'Henri de Blois porte ainsi l'inscription Ars Auro Gemisque Prior, c'est ce que vous avez, l'inscription qui débute tout en haut, ligne supérieure juste après la petite croix, donc l'art est au-dessus de l'or et des gemmes. À la même époque, Sugère reprend la formule ovidienne materiam superabat opus. La richesse de la matière était surpassée par la perfection du travail. Aujourd'hui, nous avons tendance à estimer les matériaux en fonction de leur niveau de pureté, tandis que le Moyen Âge s'attachait essentiellement à l'effet visuel, avant tout, en affectionnant des impuretés ou des inclusions pouvant apparaître comme remarquables. Le terme adamas, par exemple, courant au Moyen Âge, pouvait par exemple désigner à la fois le diamant ou le cristal de roche. Et la plupart des auteurs du Moyen Âge, c'est le cas pour Théophile, livre 2, chapitre 28, classent les verroteries au sein des gemmes. Comme pour l'analyse de toutes les autres gemmes de la croix du Valas, l'analyse des cabochons en verre, dont l'emploi est quantitativement plus important au revers, fut réalisée grâce à Aglaé en mode pix et en mode pige. Cette dernière étant une méthode d'analyse de la composition d'un matériau grâce à l'émission de rayons gamma. Les cabochons en verre viennent compléter le panel formel offert par les autres gemmes avec des formes triangulaires, rectangulaires, en croissant, en forme de fleurette. Elle est très jolie celle-ci, cette petite batte, c'est assez amusant. Le verre complète également le panel chromatique avec des cabochons de couleur verte. 5 familles de compositions chimiques peuvent être ici relevées avec principalement des verres potassiques aux cendres de bois, des verres sodiques au natron et des verres au plomb. Le caractère exotique des autres matériaux soulève par ailleurs la question de leur valeur relative dans un monde médiéval qui est déjà, avant la fin du XIe siècle et les croisades au Levant, un monde partiellement internationalisé. À titre d'exemple, prenons les grenats indiens, largement exportés en Occident au 5e et 6e siècle, alors que ceux-ci ne retiennent pas l'attention pour la culture matérielle de leur aire géographique de provenance. Nous en voulons pour preuve qu'ils sont par exemple absents des découvertes archéologiques indiennes, alors que les grenats de cette époque sont retrouvés dans des objets de la même époque en Occident. Les supposées propriétés merveilleuses des pierres étaient au Moyen-Âge décrites dans des lapidaires qui reprenaient d'anciennes traditions véhiculées par un texte du 1er siècle, la célèbre Naturalis Historia de Pline l'Ancien. L'intérêt des princes et des savants anglo-normands était manifeste pour ce domaine. Le Sefer Koha Havanim, écrit par le juif Berachia ben Natronai à la fin du XIIe siècle, reprend en partie le lapidaire Liber Lapidum, rédigé par l'évêque de Rennes, Marbode, au siècle précédent. Le moine Philippe de Tancres, moine qui au XIIe siècle dédia à Mathilde l'Emperesse plusieurs ouvrages, rédigea également un lapidaire. Les origines de l'or pouvaient aussi faire l'objet de considérations érudites, entre nous dirons plutôt farfelues. Le moine Théophile nous en décrit 4. Livre 3, chapitres 45 à 48. Premièrement, un or extrait en Avila, contrée qui d'après la Genèse est traversée par l'un des fleuves du Jardin d'Éden, l'or rougeoyant d'Arabie, un or provenant du Rhin, et finalement un or ibérique obtenu par mélange de cuivre, de sang humain et de poudre d'un animal légendaire, le basilic. Alors, 6 cabochons en cristal de roche quartz sont sertis sur la grande croix, principalement au revers, dont certains placés sur un petit paillon coloré afin de leur donner l'aspect d'une gemme rouge. À la suite de Pline, les savants du Moyen-Âge étaient convaincus que le quartz était issu des glaces primordiales qui auraient subi une lente métamorphose. Ce processus de sublimation renvoie fréquemment dans l'exégèse au changement d'état produit par le sacrement du baptême, à la pureté de l'âme ou de la foi, ou encore à un symbole christologique.
L'avers de la Grande Croix présente 6 incrustations en corail méditerranéen. Vous allez voir la carte défiler pour les répartitions, les zones de provenance probables de ces matériaux. L'avers de la croix comporte aussi 22 incrustations en turquoise naturelle, dont les gisements anciens étaient situés dans la péninsule du Sinaï, mais aussi en Iran, près de Nishapur. 10 corindons, donc des saphirs bleus et des saphirs blancs, ornent la petite croix et l'avers de la grande croix. Les saphirs blancs, ou leucosaphir, proviennent probablement d'Inde. Les saphirs bleus proviennent du Sri Lanka, une provenance qui apparaît déjà chez Pline et le marchand égyptien Cosmas Indicopleustes au VIe siècle. Le saphir est associé à la gloire divine à partir de l'Apocalypse de Jean, donc chapitre 21, verset 19, et l'exégèse d'après le prophète Ézéchiel, notamment chez Bède le Vénérable et Rabban Mor, donc on est entre le 7e et 9e siècle. Le lapidaire de Marbode précise que le saphir possède des pouvoirs convenant tout particulièrement au souverain. Les propriétés du saphir, alors quelques exemples, éloigner l'envie, favoriser la paix ou la chasteté, étaient également prisées des ecclésiastiques. La liste des bijoux offerts au monastère de Saint-Alban, donc en Angleterre, bijoux dessinés et commentés par Mathieu Paris au XIIIe siècle, catalogue ainsi, comme on peut le voir, de nombreux saphirs. 8 incrustations en cornaline ou calcédoine rouge, une très belle calcédoine bleue, une agate, sont serties sur la petite croix et l'avers de la grande. Ces gemmes proviennent probablement de Ratanpur, dans le Chhattisgarh, ou du Mahi, dans le Gujarat. Un petit spinel apparaît sur l'avers de la grande croix. Cette gemme fut longtemps confondue avec le rubis. Elle provient du Sri Lanka, du Myanmar ou du Tadjikistan. 9 grenats ornent la petite croix et l'avers de la grande croix. La couleur rouge de ces pierres revêt là encore une dimension christologique. Dans son commentaire sur le premier livre de Samuel, Bède écrit ainsi que le fruit de la croix est une grenade dont la couleur fait écho à celle du sang du Christ. Les présents grenats proviennent peut-être d'Inde, notamment du Rajasthan et du Sri Lanka, même si d'autres pistes, comme la piste africaine encore mal connue, resteraient à explorer. Je vous renvoie à ce propos aux travaux menés sous la direction de Patrick Perrin en matière de grenats. Les grenats indiens et sri-lankais, donc des grenats almandins et pyraldins, sont majoritaires dans l'orfèvrerie occidentale jusqu'à la fin du VIe siècle, époque où ils furent progressivement remplacés par des grenats européens, pyropes, moins jolis, originaires du Portugal et de Bohême. La présence de grenats almandins et pyraldins, et c'est surtout que les grenats européens se débitent, sont plus petits, donc on ne peut pas faire du cloisonné couvrant, par exemple, en matière d'orfèvrerie, ce qui pose une limite technique. La présence de grenats almandins et pyraldins sur la croix du Valas indique donc un remploi opéré sur un objet antérieur au 7e siècle, à moins que l'importation des grenats indiens ait repris à une date encore indéterminée, il y a encore des recherches à faire là-dessus, au cours du Moyen-Âge. Alors, cette incrustation à l'aspect de perles orne l'avers et le revers de la Grande Croix. Mais il ne s'agit pas de perles, il s'agit en réalité de calcites, donc des marbres, qui offrent un succédané de perles en nacre. Jusqu'à l'époque moderne, l'océan Indien et l'Arabie étaient les seules contrées pourvoyeuses de perles marines. Leur importation cessa vers l'an 1000 et elles furent remplacées en Occident par les perles européennes d'eau douce. En contexte chrétien, et jusqu'avant la fin du Moyen-Âge, la perle revêt également une symbolique christologique en lien, comme le quartz, avec un processus supposé de sublimation et d'incarnation. Pour Pline, les perles résultent de l'absorption des gouttes de rosée par un coquillage venu des profondeurs à la surface pour respirer. Le manuscrit carolingien du Physiologos Bernensis, l'une des plus anciennes versions connues du Physiologos, donc bestiaire chrétien composé au cours des premiers siècles de notre ère, nous décrit la pêche des perles. Suspendue à une cordelette, l'agate, qui symbolise le prophète Jean-Baptiste, considéré comme le précurseur du Christ, sert ainsi à localiser en plongée la perle, symbole du Christ. Reste à nous pencher sur la provenance de cette croix et de ses liens avec l'abbaye cistercienne du Valas. La croix reliquaire est mentionnée dans l'inventaire du musée des Antiquités de la façon suivante. Provenant de l'abbaye du Valas, cette croix pourrait avoir été donnée par l'impératrice Mathilde. L'abbaye Notre-Dame-du-Vœu ou abbaye du Valas est une ancienne fondation cistercienne située à Gruchet-le-Valas entre les communes de Bolbec et de Lillebonne en aval de Rouen. La chronique du Valas, texte du XIIe siècle, connu par un cartulaire du XVIe conservé aux archives départementales de Seine-Maritime,
nous apprend que l'abbaye tire son nom et sa fondation de deux vœux, celui de Mathilde l'Emperesse et celui du comte de Meulan-Galéran. À la mort d'Henri Ier d'Angleterre, et en dépit de la volonté du souverain de confier la couronne à sa fille Mathilde, le cousin de cette dernière, Étienne de Blois, prit possession du pouvoir. Assiégée à Oxford en 1144 par son opposant politique, la princesse aurait émis le vœu de fonder une abbaye si elle réussissait à échapper aux troupes de son cousin. De son côté, Galéran, initialement partisan d'Étienne, se serait engagé à fonder une abbaye s'il arrivait à échapper à une terrible tempête en 1149 lors de son retour de la Seconde Croisade. L'archevêque de Rouen, Hugues d'Amiens, aurait exhorté les deux bienfaiteurs rivaux à concilier leurs initiatives dans le projet de fondation du Valas. Toutefois, les princes et ducs anglo-normands surent se démarquer dans ce projet. Non seulement Mathilde prit sous sa protection les moines de l'abbaye cistercienne de Bardsley, donc c'est une abbaye pourtant fondée par Galéran, mais elle s'imposa comme fondatrice principale du Valas, comme en témoignent les différentes chartes émises en faveur de l'abbaye. Et contrairement au projet de Galéran d'installer au Valas les moines de sa fondation de Bardsley, ce sont ceux de Mortemer qui s'y installèrent, conformément au projet défendu par Mathilde, qui n'hésita pas à se rendre à un chapitre général de l'ordre à Cîteaux pour défendre ses positions. L'abbaye du Valas fut d'abord fille de Cîteaux, avant de dépendre de Clairvaux, et ce, via l'abbaye de Mortemer, premier établissement normand affilié à l'ordre en 1137. Concurrencés dans leur position auprès des sanctuaires normands, les souverains anglo-normands firent tout pour affirmer leur position vis-à-vis de la modeste aristocratie normande dont était issu Galéran. Avant de relier le parti d'Étienne, celui-ci s'était en outre révolté contre le père de Mathilde, ce qui mena à sa défaite lors de la bataille de Bourtroude. De son côté, la princesse avait tiré certaines leçons de la querelle des investitures, querelle qui avait opposé son premier époux, l'empereur Henri V, à la papauté. L'attachement de Mathilde pour les nouveaux ordres monastiques plus ascétiques et sa piété lui permirent d'apaiser les relations entre la papauté et les Plantagenets, notamment son fils Henri II, qui n'hésitait pas à affirmer sa mainmise sur les questions ecclésiastiques. Premier abbé du Valas, Richard de Blosville fut envoyé par Mathilde à Rome pour intercéder auprès du pape Alexandre III dans la querelle opposant Henri II à Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry. Après l'assassinat de Thomas en 1170 et la désignation d'Henri comme responsable de ce meurtre, l'abbé intervint à nouveau pour éviter au roi l'excommunication et l'interdiction générale d'administrer en Angleterre les sacrements. La guerre de Cent Ans n'épargna pas l'abbaye qui fut saccagée en 1437 par les Anglais, en dépit de ses origines anglo-normandes. La mémoire était courte. Et il est fort probable que la petite croix au revers de la croix reliquaire fut insérée à l'occasion d'une restauration consécutive aux dégâts alors causés. L'abbaye fut à nouveau ravagée par les Huguenots en 1562. Après la Révolution, l'abbaye devient un bien national. Issu d'une famille de négociants, avré et enrichi par le commerce colonial et la traite négrière, Jacques-François Bégoin acquit à partir de 1791 les différents bâtiments de l'abbaye, plus par souci d'investir et de se faire aménager une belle résidence que par réel souci patrimonial. En raison de son état, l'abbatiale fut finalement détruite. Vous avez ici l'emplacement, en fait, juste avant en fait, le petit chemin qui part au loin, vous aviez le cœur de l'abbatiale. Comme vous pouvez le voir, il n'en reste plus rien. Le blocus continental, mis en place par Napoléon Ier dès 1806, porta un coup sévère à la fortune de la famille Bégoin, et après la mort de Jacques-François, l'abbaye fut vendue en 1833. Alors il faut reconnaître le silence des sources anciennes quant à la croix du Valas, objet qui n'a pas d'inscription ou de contexte nous permettant d'identifier ses origines. Alors, il y a beaucoup d'objets, vous le savez, au Moyen-Âge de ce type-là, par exemple ce gobelet syrien du XIIIe siècle qui provient de l'église de la Madeleine de Châteaudun. La tradition l'associe par la suite à l'empereur Charlemagne, et donc cet objet a reçu une histoire fictive, fruit de la mémoire et de l'imaginaire collectif. Alors, est-ce qu'on peut penser la même chose pour la croix du Valas? Est-ce que la croix, son association à l'abbaye du Valas et à Mathilde, est-ce que c'est sur la même base?
Les archives anciennes de l'abbaye, donc documents conservés aux archives départementales de Seine-Maritime et que nous avons parcourus dans leur intégralité, donc à savoir des chartes et de nombreux livres de comptes rédigés entre le XIVe et le XVIIIe siècle, ne font pas état de la croix, pas de chance. Les inventaires révolutionnaires relatifs à l'abbaye dressent des inscriptions beaucoup trop imprécises des objets pour qu'il soit possible de rattacher une mention textuelle avec la croix du musée des Antiquités. Par exemple, l'inventaire du 10 mai 1790 mentionne une croix en argent, c'est un peu vague, et celui du 9 octobre de la même année, une croix en cuivre doré sur l'autel, une petite croix dans la chapelle à côté du chœur, ou encore une croix de cuivre dans la chapelle servant d'église paroissiale. Les archives privées de la famille Bégoin, que nous avons également intégralement parcourues, ne parlent pas non plus de la croix, pas de chance. Toutefois, 40 ans après l'acquisition de la croix par le musée en 1843, un certain Jean-François Brianchon confirma la provenance du Valas dans une communication publiée dans le bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de la Seine inférieure. D'après lui, la croix aurait été sauvée de la fonte révolutionnaire et remise à Jacques-François Bégoin par un paroissien, sans doute un certain Adrien Vogt. Elle fut proposée à Edmond du Sommerard pour le tout récent musée parisien de Cluny, mais la croix aurait été finalement cédée au musée rouennais pour la somme de 300 francs par l'intermédiaire du marquis de Blosville. La lecture des archives relatives à la difficile succession de Jacques-François permettent de confirmer ce témoignage, puisque le marquis de Blosville était justement créancier d'une somme de 300 francs auprès de la famille Bégoin, somme dont le recouvrement passa sans aucun doute par la vente de la croix pour le même montant de 300 francs, donc vente au musée. Et dans la mesure où Jacques-François n'était pas vraiment un collectionneur éclairé, susceptible d'acquérir de son propre chef un objet de ce type, pourquoi pas acheteur de tout contexte normand, rien ne permet de réfuter le fait que la croix fut bien la propriété de Jacques-François et qu'elle provient bien de l'abbaye qu'il avait acquise. Alors, parallèlement au silence de la documentation, la provenance cistercienne de la croix fut parfois contestée, notamment par l'historienne Marjorie Chibnall, en raison de sa préciosité jugée bien peu adaptée à l'idéal de simplicité des cisterciens. Vous connaissez cette simplicité sur le plan architectural, je n'y reviens pas. L'enluminure est également marquée par ces préceptes. Dans son Apologia Agilelnum, lettre rédigée vers 1125 à la demande de son ami Guillaume de Saint-Thierry, Bernard de Clairvaux, alors qu'il aborde le caractère ostentatoire des reliquaires, s'exclame « Ah, Dieu, si ces folies ne font pas rougir, pourquoi du moins ne pas regretter une si folle dépense ?» Daté de l'abbatiat d'Étienne Harding entre 1109 et 1133, le 10e statut du Liber Usum Cisterciensis Ordinis interdit l'or pur et les pierres précieuses pour les ornements de l'Église, tandis que l'argent doré est seulement autorisé pour les calices et les pailles liturgiques. Le 20e statut précise que les croix ne peuvent être qu'en bois peint. Toutefois, les statuts de 1157 et 1158 présentent un assouplissement cistercien sur ces questions. Les petites croix en or ou en argent sont permises sur l'autel, mais ne peuvent être utilisées comme des croix de procession. Les statuts de 1185 autorisent une grande croix d'orfèvrerie sur l'autel. Le précepte des croix en bois pose en outre un autre problème. En effet, si vous avez une relique de la vraie croix insérée dans une simple croix de bois, visuellement, comment différencier clairement le bois de la relique de la matière ligneuse du reliquaire ? Rares sont par ailleurs les témoignages matériels nous éclairant sur la simplicité cistercienne en matière de croix. Mentionnons l'une des rares pièces retrouvées, la très fruste croix de pierre du XIIe siècle, retrouvée à l'abbaye de Fountains. Inversement, il existe un certain nombre de croix précieuses créées au cours des premières décennies du XIIIe siècle et dont l'origine cistercienne est indiscutable. Croix de Clermarais, aujourd'hui à Saint-Omer, croix de Bonnefontaine, actuellement à Blanchefosse, ou encore croix du Paraclet des Champs, désormais conservée dans le trésor de la cathédrale d'Amiens. Et n'oublions pas finalement que c'est bien Bernard qui, au début des années 1140, fournit à l'abbé Sugère pléthore de gemmes précieuses destinées à une somptueuse croix d'or de plus de 2 mètres de haut. Nous terminerons cette présentation par les liens unissant l'empresse Mathilde, les Plantagenets et la croix du Valas. Fondatrice de l'abbaye du Valas, la princesse Mathilde, dite l'empresse, fille d'Henri Ier d'Angleterre et de Mathilde d'Écosse, naquit en 1102. À l'âge de 8 ans, elle fut envoyée à Liège par son père afin de rencontrer celui à qui elle était promise en mariage, Henri V, un prince de la dynastie salienne, alors âgé d'une vingtaine d'années.
La petite princesse fut couronnée reine le 25 juillet de la même année à Mayence. L'année suivante, en pleine querelle des investitures, Henri V força le pape Pascal II à le couronner empereur. En 1114, Mathilde, âgée de 12 ans, fut mariée à Henri V. Elle est alors publiquement associée au trône impérial. 3 ans plus tard, le couple est couronné roi et reine de Rome par l'archevêque de Braga. Mais il faut noter que Mathilde ne fut jamais sacrée impératrice. Son titre d'impératrice, consort, dépendait en réalité du statut de son mari. Ce dernier mourut d'un cancer à Utrecht en 1125, laissant Mathilde veuve et sans descendant impérial, pouvant entretenir la dignité impériale de ses parents. 5 ans plus tôt, Guillaume Adelin, frère de Mathilde et seul fils légitime d'Henri Ier d'Angleterre, fit naufrage au bord de la Blanche-Nef. La princesse fut par conséquent rappelée par son père après la mort de son premier époux et en 1126, Henri Ier désigna Mathilde pour la succession au royaume d'Angleterre et au duché de Normandie. Elle fut offerte en mariage à Geoffroy Plantagenet en 1127, afin de concilier une alliance stratégique entre les princes anglo-normands et la maison d'Anjou. Cette union marque les débuts de la dynastie des Plantagenets. À la mort de son père en 1135, Mathilde ne réussit pas à faire valoir ses droits au trône et c'est son cousin Étienne de Blois qui se fit couronner roi d'Angleterre. La princesse revint en Normandie en 1148 où elle s'installa non loin de Rouen dans la résidence royale de Quevilly, proche du prieuré de Notre-Dame-du-Pré, un prieuré dépendant des moines de l'abbaye du Bec. Henri II, fils de Mathilde et de Geoffroy, obtint finalement la couronne d'Angleterre en 1154 à la mort d'Étienne de Blois. Mathilde décéda en 1167 et elle fut inhumée, selon sa propre volonté, près de l'hôtel majeur du Bec. Alors nous avons vu au début de cette conférence que la pratique princière d'offrir des précieuses croix gémées remontait à l'Antiquité tardive, et le rôle joué par Hélène dans la découverte de la vraie croix, son rôle dans les projets architecturaux de son fils Constantin, notamment en Terre Sainte, ne cessa d'inspirer les chrétiennes de rang des siècles suivants. Et Hélène joua en réalité un rôle tout aussi important que son fils dans l'association de la croix au pouvoir impérial. L'entremise artistique, religieuse et philanthropique de Mathilde s'inscrit dans la tradition initiée par les princesses chrétiennes qui la précédèrent. Au XIe siècle, Emma de Normandie, reine consort d'Angleterre, du Danemark et de Norvège, est ainsi représentée sur une enluminure comme la donatrice de la croix pâtée offerte à l'abbaye de New Minster à Winchester. Cette croix fut justement détruite en 1141 lors du conflit opposant l'évêque Henri de Blois aux partisans de Mathilde. Nous savons, chose intéressante, que les fragments subsistants de cette croix furent par la suite vendus par l'évêque. Toujours au XIe siècle, Mathilde de Flandre, épouse de Guillaume le Conquérant, fille de l'abbaye cannaise de la Sainte Trinité, la dépositaire de sa propre mémoire, en lui léguant des effets personnels comme un vêtement d'or et des précieux harnachements équestres. Alors, que savons-nous de la fortune personnelle de Mathilde l'Emperesse ? Elle était constituée de joyaux et de reliques rapportés du Saint-Empire, de la dot provenant de son mariage avec son second époux Geoffroy et du douaire reçu à la mort de ce dernier. Malheureusement, l'intendance de la maison princière de Mathilde n'a pas laissé de traces archivistiques. Contemporain de la princesse, le chroniqueur Robert de Torigny, dans ses Gesta Normanorum Ducum, donc livre 8, chapitre 240, nous rappelle toutefois les dons accordés par l'empresse à l'abbaye du Bec. Elle distribua tant aux églises de diverses provinces qu'aux religieux des deux sexes, aux nécessiteux, aux veuves et aux orphelins, non seulement les incomparables trésors impériaux qu'elle avait rapportés d'Italie, mais aussi ceux que la munificence du roi son père lui avait alloués sur les richesses inépuisables des Anglais. Dans son extrême libéralité, elle sut se montrer plus généreuse vis-à-vis de l'abbaye du Bec que pour beaucoup d'autres monastères de Neustrie. Elle accorda au Bec pléthore d'objets précieux, tant par les matériaux que par le travail effectué, les plus chers et luxueux que posséda Byzance elle-même. Conservé à la Bibliothèque Vaticana, un manuscrit du XVe siècle contient en outre un inventaire composé au XIIe siècle des dons offerts par Mathilde à cette même abbaye. Ces présents furent, d'après ce document, bien souvent rapportés du Saint-Empire et font écho au témoignage de Robert de Torigny. La princesse Mathilde offrit vers 1126 la très convoitée relique du bras ou de la main, alors c'est amusant, parce que
plus on avance dans le temps, plus en fait la taille de la relique diminue. En fait, au début, on parle du roi et puis du bras, puis à un moment, on parle de la main. Donc, il s'est passé quelque chose de peu orthodoxe autour de cette relique, d'un bras de, voilà, là, comme on peut le constater, nous n'avons plus qu'une main en fait en Angleterre. Donc, son père en fait en fit don en 1133 à l'abbaye de Reading. Elle tenait cette relique de son premier époux. À la fin du XIIe siècle, l'inventaire du trésor de la cathédrale de Rouen enregistre 2 chandeliers et un textile offert par elle. Aujourd'hui, conservée à l'église Saint-Antoine dans Bazac, une dalmatique, dont les soieries espagnoles ou italiennes furent toutefois tissées au XIIIe siècle, bien après sa mort, fut longtemps considérée, à tort, comme un objet lié à son entremise artistique. Alors, selon Percy Ernst Schramm, une croix en cuivre doré fut peut-être commandée vers 1121 par Mathilde pour l'abbaye d'Amorbach. La figure au revers de cette croix pourrait être la commanditaire elle-même. La silhouette, la disposition des plis des vêtements rappelle celle de la plaque émaillée de Geoffroy, le second époux de Mathilde. Si Mathilde est à l'origine de la commande de cette plaque provenant de la cathédrale du Mans, celle-ci peut être datée entre la mort de Geoffroy en 1151 et la mort de sa femme en 1167. L'empresse pourrait aussi être, pourquoi pas, à l'origine de la commande des peintures murales. Je crois que vous les avez vues à l'occasion de votre visite rouennaise, les peintures de Petit-Quevilly. Donc, les peintures murales de l'actuelle chapelle Saint-Julien de Petit-Quevilly, construite par son fils Henri II dans les années 1160, en même temps qu'un manoir royal. L'abbé suggère, dans son De Administratione, lit par ailleurs Mathilde à la navette dite de Saint-Éloi, objet du trésor de Saint-Denis que Suger associe à des fleurs provenant de la couronne de l'empresse. Je cite Suger, cum quibusdam floribus coronae imperatricis. Le lien entre Mathilde et cette navette est cependant peu probable, puisque, comme l'a remarqué Daniel Gabory-Chopin, la monture de cet objet, connue par la documentation, remontait très certainement au 7e siècle. En revanche, l'autre navette du trésor que nous avons déjà évoquée pour les filigranes, ornée d'une monture filigranée ottonienne ou salienne de la fin du Xe siècle ou du début du XIe siècle, pourrait avoir été la propriété de Mathilde, qui l'aurait alors rapportée du Saint-Empire. Nous avons vu précédemment que les filigranes de cette monture affichent des caractéristiques similaires à ceux de la petite croix du Valas. Au soir de sa vie, la princesse réserva finalement de l'argent pour l'achèvement à Rouen d'un pont en pierre, projet dont elle fut l'instigatrice. Ajoutons finalement à cette liste les minuscules fragments de soie qui furent retrouvés dans son tombeau en 1846, au moment où ses restes exhumés au bec furent transférés à la cathédrale de Rouen. Alors, la trajectoire matrimoniale de Mathilde, organisée par son père au profit de la couronne anglaise, servit de catalyseur aux échanges entre Angleterre, Normandie et Saint-Empire, en s'inscrivant dans une trame déjà en place à la fin du Xe siècle. À cette époque, l'abbesse Mathilde d'Essen, petite fille de la princesse Édith d'Angleterre, entretint des liens étroits avec l'aristocratie anglo-saxonne. De nombreux abbés anglo-normands étaient quant à eux originaires de l'Empire. Isambert, Guillaume de Volpiano, Lanfranc ou encore Anselme. La troisième génération des Plantagenets s'inscrit dans des réseaux semblables. En 1168, le duc de Saxe Henri le Lion épousa une autre Mathilde, fille d'Henri II. Le couple passa les années 1180-1185 en exil, notamment en Normandie. Mais la petite croix du Valas, dont nous situons la création en Italie ou en Allemagne occidentale entre le XIe et le début du siècle suivant, correspond bien à la précieuse sculpture matérielle devant laquelle Mathilde put s'émerveiller lors de son séjour dans l'Empire. À ce titre, je vous présente ici sur une même carte l'itinéraire attesté de Mathilde et l'itinéraire présumé, je dis bien présumé, de la petite croix, aujourd'hui dans la croix du Valas. Alors le chroniqueur Eckehart nous rapporte qu'avant sa mort, Henri V aurait confié les insignes impériaux à Mathilde, mais cette dernière fut contrainte de les remettre à l'archevêque de Mayence avant son retour en Angleterre. Elle réussit toutefois à conserver la relique du bras ou de la main de Saint-Jacques, relique par la suite, très intéressant, revendiquée par Frédéric Barberousse comme faisant partie de son héritage impérial. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a quelques pièces qui ont pu s'échapper du Saint-Empire. L'inventaire des dons de Mathilde Aubec enregistre de nombreux présents impériaux, présents qui proviennent sans doute de l'Empire, mais dont la nature exacte est plus difficile à cerner. 2 manteaux sont désignés comme impériaux, dua pallia imperialia. Ils furent transformés par la suite en nouveaux vêtements. Une massive couronne gémée en or, donc corona solida ex auro et lapidibus, servit soit à un usage impérial, c'est ce que nous dit le texte, soit à un usage royal. Donc encore une fois, le statut n'est pas très clair.
quum imperator vel rex ex ea coronatur. L'inventaire catalogue une couronne plus petite, alia parva corona aurea, qui aurait été utilisée par l'empereur à l'occasion des solennités. Probablement influencés par les précédents romains et impériaux et désireux de se présenter comme les fondateurs d'une dynastie puissante, Mathilde et son fils Henri II entretèrent certainement l'ambiguïté quant au statut impérial de ces objets, qui servaient une véritable rhétorique du pouvoir. La croix pâtée du Valas, dans la tradition des cruces Gematae et à l'image de la croix vraisemblablement commandée par l'empereur Othon III à la fin du Xe siècle, s'inscrit pleinement dans cette rhétorique. La représentation supposée de Mathilde sur la croix possiblement d'Amorbar pourrait avoir été gravée avec l'idée de la représenter, pourquoi pas, comme une nouvelle Hélène. Peu après la mort de l'emperesse, Étienne de Rouen, dans son poème Draco Normanicus, parle d'une continuité du pouvoir impérial, translatio imperii, entre les empereurs romains, les empereurs carolingiens et les dirigeants de son époque. L'empereur Charlemagne était encore une référence politique incontournable. De nombreux manuscrits anglo-normands de sa bibliographie composée par Eguinard sont parvenus jusqu'à nous, et l'empresse apporta certainement en Angleterre une chronique impériale, aujourd'hui au Corpus Christi College de Cambridge. Même si cette dernière ne fut jamais sacrée impératrice, on l'a vu tout à l'heure, les textes contemporains la présentent toutefois sous le titre d'impératrix, et Robert de Torigny la qualifie même d'Augusta. Philippe de Than adopta finalement une version du livre de Sibylle, texte valorisant le pouvoir impérial, et dédia son ouvrage à Mathilde, et pur l'empresse qui soit en Pérès. De nature impériale ou non, la croix du Valas permettrait certainement de réactiver en contexte anglo-normand toute cette mise en scène du pouvoir, mais aussi sans doute d'entretenir la mémoire de Mathilde. La princesse offrit en effet des objets personnels qui passèrent dans le domaine religieux, voire communautaire, des objets précieux qui, s'ils attestent par leur don du renoncement spirituel de Mathilde, n'en conservent pas moins la mémoire de son rang. Et Robert de Torigny souligne que les dons de la princesse au bec étaient exposés pour que les hôtes puissent s'émerveiller. Vous avez peut-être pu prendre connaissance du petit texte, j'avance. Ces visiteurs s'émerveillaient sans doute devant les 2 coffrets faits d'œufs supposés de griffons, donc les coffrets mentionnés dans l'inventaire du bec et conservés au Vatican. Un texte rédigé en 1474 et conservé à la BNF rappelle que la princesse avait offert à la même abbaye du Bec une coupe dans laquelle tous les membres de la communauté buvaient le jour de l'anniversaire de sa mort. Et donc ces dons multiples garantissaient la multiplicité géographique des lieux gardiens de son souvenir. Les filigranes de la Grande Croix du Valas, datées stylistiquement entre les années 1180 et le tout début du XIIIe siècle, sont postérieures à la mort de Mathilde en 1167. Et par conséquent, la Grande Croix fut peut-être offerte au Valas en mémoire de la princesse par l'un de ses descendants, si bien que l'objet recueille non seulement une relique de la vraie croix, mais aussi une petite croix d'or, elle-même relique possible de la dynastie Plantagenet attachée à la mémoire de l'empresse. Offerte dans les années 1180 au Valas, peut-être par le fils de Mathilde, Henri II pour lequel nous connaissons, grâce à Léopold de Lille, 2 orfèvres documentés, à savoir un certain Geoffroy de Caen et un certain Gauthier d'Arc, ou encore Mathilde de Saxe en souvenir de leur aïeul. Cette grande croix lierait ainsi toute une famille autour d'une foi et d'aspirations politiques communes, comme nous le voyons sur l'enluminure dite du couronnement dans l'évangéliaire d'Henri le Lion. Au registre inférieur, du centre vers la gauche, c'est facile parce que leurs noms sont inscrits au-dessus. Donc sont représentés Henri le Lion, Mathilde de Saxe, Henri II et Mathilde l'empresse. Si effectivement le fils ou la petite-fille de l'empresse est le donateur, la croix fut réalisée au plus tard en 1189, année de leur mort, puisque Henri II et Mathilde de Saxe, coup du hasard, sont morts exactement la même année. La croix reliquaire du musée de Rouen serait alors, avec la cuillère du couronnement conservée à la Tour de Londres, la seule pièce d'orfèvrerie du XIIe siècle parvenue jusqu'à nous et commandée par un membre de la famille royale anglaise. Par ailleurs, la date de la consécration de l'abbatiale du Valas vers 1180 est connue grâce à une charte d'Aliénor d'Aquitaine de 1190. Il est tentant d'imaginer que l'abbatiale et la croix furent consacrées en même temps par l'archevêque de Rouen ou l'un de ses évêques suffragants. J'en arrive très bientôt à la conclusion. La petite croix d'or, offerte directement ou pas par l'empresse au Valas, ou transmise à son fils ou à un autre de ses descendants, servit de modèle pour réaliser la grande croix lui servant d'écrin. La forme pâtée et les proportions sont identiques. D'autres croix médiévales intègrent, dans une semblable perspective mémorielle,
des caractéristiques conservatrices. La croix, sans doute commandée par l'abbesse d'Essène Théophano, pastiche au XIe siècle, celle réalisée par l'un de ses prédécesseurs. Et une autre croix imite au XIIe siècle, une croix plus ancienne, associée à Bernward, fondateur de l'abbaye Saint-Michel de Hildesheim. Conclusion. Alors cette croix du Valas est-elle une relique plantagenée ? Il nous faut pour conclure, en quelques minutes, replacer la croix du Valas très rapidement dans un contexte géopolitique plus général. Après la conquête normande de l'Angleterre en 1066, les souverains anglo-normands se retrouvèrent à la fois, comme vous le savez, rois et ducs. Ils n'avaient de compte à rendre à personne en tant que roi d'Angleterre, mais en tant que ducs de Normandie, ils étaient les vassaux des rois de France, puisqu'en échange du duché de Normandie, ils étaient redevables de diverses obligations. Mais rien, sur le sol normand, n'empêchait les vassaux des rois de France à porter leur couronne royale. Conservées dans le trésor du bec, les couronnes prétendument impériales de Mathilde proclamaient de façon tout à fait ingénieuse sur le plan politique la nature sacrée des rois anglais. Henri II, le fils de Mathilde, fut d'ailleurs couronné avec l'une d'entre elles. Cette couronne, à l'image peut-être de la croix du Valas, constituait des gages dynastiques qui permettaient de transférer la dignité de la mère au fils, de Mathilde à Henri II. Dans une démarche semblable, nous savons que Guillaume le Conquérant avait fait don à Saint-Étienne de Caen d'une couronne et d'un sceptre, objet sorti du trésor et récupéré par son fils Guillaume le Roux. Mais le glas sonna pour le rêve plantagenet sur le continent. En 1156, Henri II confirma au Capétien et roi de France Louis VII son statut de vassal pour le duché, à une époque où la notion d'autorité territoriale, une façon de concevoir le pouvoir royal, faisait de plus en plus concurrence au statut sacré des rois, une autre façon de considérer le pouvoir royal. Dans le trésor de Saint-Denis, l'absorption capétienne des joyaux d'Henri Ier par l'intermédiaire de Bernard de Clairvaux, on a parlé de cette grande croix de plus de 2 mètres de haut, des fleurs de la couronne de l'empresse, pourquoi pas associées à cet objet ici, et du vase dit d'Aliénor d'Aquitaine, se faisait l'écho du pouvoir croissant des Capétiens. Ce vase exotique, en cristal de roche, enrichi au XIIe siècle d'une monture d'orfèvrerie, est un don luxueux qui, à l'image sans doute de la croix du Valas, lia entre elles perspectives politiques, matrimoniale et sacrée. Propriété possible du dernier roi musulman de Saragosse, Imad al-Dawla, le vase fut peut-être offert au duc Guillaume IX d'Aquitaine pour des raisons diplomatiques et je vous renvoie aux travaux de George Beach. Sa fille Aliénor l'offrit en 1137 à son premier époux Louis VII à l'occasion de leur mariage. Le présent, qui incarnait l'intégration temporaire de l'Aquitaine au royaume de France, avant, comme vous le savez, qu'Aliénor n'épousât Henri II d'Angleterre, donc l'Aquitaine quitte le royaume de France, fut ensuite obtenu par Sugère pour le trésor de Saint-Denis. Réalisé quelques années avant la conquête en 1204 de la Normandie par le roi de France Philippe Auguste, la croix du Valas veut non seulement attester de l'authenticité de la relique de la vraie croix qu'elle contient, mais pourrait aussi être considérée comme une petite capsule renfermant un rêve plantagenet sur le continent évanoui. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Un petit peu de temps pour les questions. Oui, juste pour signaler, mais tout le monde l'aura vu ici, que Aglaé a une très belle photo en couverture du dernier numéro de Mille Fleurs que vous avez dû recevoir. Donc, avec tout un article d'Isabelle Biron qui explique comment le fonctionnement d'Aglaé, l'accélérateur de particules. Mais je ne sais pas pour parler d'Aglaé que je voulais prendre le micro. Vous avez cité à un moment le fait que cette croix à 2 potences, que nous appelons couramment la croix de Lorraine, s'appelait à l'époque la croix d'Outre-mer. Comment est-on passé de l'outre-mer, que je comprends, puisque manifestement ça veut dire qu'elle vient de Jérusalem, comment est-elle devenue Lorraine ? Ah, c'est parce que, alors déjà, la croix d'outre-mer, c'est une appellation mais libre à vous de me détromper là-dessus. Pour moi, la plus ancienne mention, mais ce serait intéressant de voir à partir de quand apparaît la mention de croix d'outre-mer. Je sais que cette mention apparaît dans les inventaires des Valois
donc on est plutôt à l'époque Valois, donc plutôt au XIVe siècle, dans tous ces grands inventaires précieux, etc. La croix d'outre-mer, ça renvoie essentiellement à une forme. Il faut donc savoir que c'est les liens entre la maison d'Anjou, puis le roi René, puis la Lorraine, en fait, que la croix de Lorraine est devenue croix de Lorraine. Donc c'est une croix à double traverse, donc c'est-à-dire que le titulus est représenté comme un bras supplémentaire et renvoie à un prototype orientale, mais c'est pas la croix de Lorraine et Byzance, il n'y a pas forcément un lien direct. C'est une forme qui est passée dans un répertoire de formes communément partagé, on va dire grosso modo, à partir de l'époque des croisades, époque où cette forme va être beaucoup plus communément développée en Occident, et donc à partir du XIe siècle, effectivement. Et cette forme, on va l'appeler par la suite croix de Lorraine, en ayant en tête un reliquaire bien précis, en fait, de croix staurothèque à double traverse, qui servira de prototype pour la croix de Lorraine. Voilà. Mais c'est beaucoup plus tardivement que cette croix devient une croix de Lorraine. Et alors j'aurais une deuxième question, puisque vous avez fait de belles analyses sur les origines métalliques de la croix. Alors pas sur les origines en fait, Enfin, sur la composition. Sur la composition. Par contre, on peut déduire les origines de certaines gemmes, mais pour le métal, c'est pas possible. Est-ce que vous avez eu la tentation de dater les petits bouts de bois qui sont dans la croix de Lorraine pour savoir d'où vient cette vraie croix? Alors, si ça on l'a fait, on a tenté de le faire. Il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a effectivement dans la logette, donc pas la croix de Lorraine, la petite logette à double traverse, vous avez des restes de cire et donc la relique était initialement en fait fixée, assujettie au reliquat avec de la cire. Il reste quelques fragments ligneux. Alors, on n'a pas pu faire d'andro parce que déjà il y a plusieurs choses. On est sur la relique, donc on ne fait certainement pas d'analyse destructive. On a beau être une société laïque, on est respectueux quand même par rapport au patrimoine qui nous est confié. Et la relique étant tellement petite que ça, on n'aurait pas forcément pu. Donc c'est sûr, une spécialiste nous a confirmé en fait que la relique est un arbre, enfin le bois serait un arbre un conifère, donc a priori différent de l'acacia. Mais bon, après, encore une fois, hein, on sait qu'il y a eu un trafic, etc. Donc ça ne remet pas en valeur la symbolique, ce qu'on pouvait croire de l'époque, etc. Quant à l'âme de bois, en fait, la problématique de l'âme de bois, donc on a un bois qui est ancien, un bois qui a été noirci, donc conformément en fait à certaines pratiques, en fait pour certaines âmes de bois pour lesquelles le bois est noirci. On a voulu faire de la dendro en fait, notamment parce que pour la dendro, on peut aussi analyser les cernes avec les pratiques radiographiques. Alors il y a un petit problème sur tous ces objets-là, c'est que ces objets sont recouverts de plaques de métal. Les plaques de métal, on ne peut pas les retirer, puisque vous avez peut-être vu ma photo tout à l'heure, les clous sont en partie en fait placés sous les espaces laissés vides de filigrane où prennent place les cabochons. Donc ça veut dire que pour faire sauter les clous, il faudrait faire sauter tous les cabochons. Donc ça, c'est pas possible. Donc on ne peut pas démonter les plaques. Il n'y a que quelques cas où c'est possible, mais là, c'est pas possible. Avec le C2RMF, on a tâtonné pour la radiographie, puisqu'il y a un reliquaire à Chartres où ils ont réussi à faire cette chose-là, c'est en changeant en fait l'angle, l'inclinaison, la présentation de l'objet, etc., de jouer avec les filtres pour tenter, à travers les plaques de métal, de faire de la radiographie du bois. Donc ils ont pu le faire pour Chartres. Là, pour la Croix du Valas, on a tout essayé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas, le métal nous pose problème pour le bois, voilà, pour l'âme de bois, pour une datation justement de l'âme. Bon, a priori, il n'y a pas eu de trace de remontage, parce que quand on regarde toutes les plaques, le décor filigrané, alors il y a une petite restauration dans le bas, mais le décor filigrané n'est pas interrompu, c'est-à-dire qu'il est bien harmonieux, il n'y a pas de trace de restauration autour de la logette et autour des plaques. Donc a priori, il n'y a pas eu de raccourcissement des plaques ni autour de la logette. Pareil pour la tranche, donc il y a de fortes chances que l'âme de bois soit l'âme d'origine. Voilà. Après, pour la provenance, c'est vrai que je n'ai pas justifié la méthodologie, mais vous allez me dire, mais comment avec Aglaé, on arrive à trouver en fait les provenances pour certains matériaux? Il ne faut pas être péremptoire, c'est d'après un corpus en fait de données qu'on arrive à identifier la nature de tel ou tel gisement. Donc au C2RMF, il y a des spécialistes qui sont tellement calés dans leur domaine, qui disposent en fait de bases de données, vous disant que les grenats, on les retrouve là, les saphirs, etc., etc., etc. Donc, par contre, pour le quartz, on ne sait pas. Pour le quartz, il n'y a pas encore, à ma connaissance, on sait que le quartz des Alpes
était de qualité supérieure, mais il n'y a pas encore suffisamment d'éléments discriminants pour le cristal de roche. Peut-être que c'est en cours d'élaboration, ça va venir, mais au moment des analyses, ça n'existait pas. Ces bases de données n'existaient pas, ou n'étaient pas disponibles en tout cas. Elle est exposée en permanence? Oui, la croix du Valas, on l'expose en permanence, on la prête très 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 rarement. On l'a prêté à l'exposition Richard Cœur de Lion à Spire, puisque ça valorisait les Plantagenets. On va certainement la reprêter en 2023 pour l'exposition que nous organisons avec Mannheim et peut-être le British Museum consacré aux Normands, donc une exposition qui partira de Scandinavie, et puis on ira jusqu'en Sicile et en Terre Sainte, dans la principauté d'Antioche. Donc ça en 2023, donc elle partira sans doute à Mannheim. Peut-être aussi au British Museum, donc c'est en lien, vous savez, avec c'est suspendu auprès de la broderie de Bayeux, puisque si le président Macron prête la broderie à Bayeux, effectivement, le British Museum a le souhait d'intégrer sous une forme plus réduite l'exposition de Rouen-Mannheim pour faire une espèce de petite contextualisation sur une période beaucoup plus ciblée de l'exposition autour de la broderie, et effectivement la croix du Valas partirait au British Museum. Moi je rêverais de pouvoir présenter la Coronation Spoon à côté de la croix, puisqu'effectivement vous l'avez compris, on est quand même sur 2 pièces assez rares, donc autant vous dire que la Coronation Spoon, la voir en prêt, c'est pas possible, puisque même les visiteurs, quand vous allez à la Tour de Londres, c'est pas la vraie que vous voyez, c'est la copie. La vraie, elle est dans le coffre. Donc même quand vous vous déplacez là-bas, c'est la fausse. Donc je n'ose pas imaginer la difficulté que ça doit être que de la voir. Neil Stratford, pour l'exposition English Romanesque Art, n'avait eu que la copie aussi. Donc peut-être qu'il faudrait plutôt envisager le temps des travaux du musée. Pourquoi pas écrire un petit courrier à la reine d'Angleterre, lui demander si Mathilde, c'est important aussi Mathilde, parce que si l'une de ces reines d'Angleterre, enfin reine, son rôle politique a été difficilement accepté par la critique, mais c'est quand même l'une des premières femmes qui a incarné, qui a eu un rôle important dans la politique anglaise du Moyen-Âge. Donc on pourrait peut-être prêter la croix un temps et l'exposer à la Tour de Londres, je sais pas, ça pourrait être un joli projet. Et puis il y a beaucoup de projecteurs pour les musées de Rouen, ce serait sympa. On verra, on verra. Est-ce qu'elle aura lieu chez toi à Rouen, cette exposition sur les Normands? 2023. Mais à quelle époque de 2023? Fin printemps, l'été 2023 normalement.